Le montant approuvé par le Parlement nigérian, qui doit être financé par des prêts internationaux et locaux, est supérieur de 183 millions d'euros à ce qui avait été demandé en juin par le président Muhammadu Buhari aux parlementaires. La plupart de ces fonds, soit 722 milliards de naira, 1,5 milliard d'euros, seront utilisés pour l'acquisition d'équipements supplémentaires pour les forces de sécurité. Et 60 milliards de naira seront consacrés à l'acquisition de nouveaux vaccins contre la Covid-19. Le gouvernement avait approuvé fin décembre un budget record pour 2021 de 28 milliards d'euros, soit 20% de plus que l'année précédente. À l'époque, le gouvernement n'avait pas prévu de fonds pour les vaccins, dont les conditions d'achat manquèrent alors de clarté. Le Nigeria a reçu en mars près de 4 millions de doses de vaccins financées par le dispositif COVAX qui vise à en fournir aux pays à faible revenu. Depuis le début de la pandémie, le Nigeria a officiellement enregistré 168 000 cas de coronavirus, dont 2122 morts. Ces chiffres sont toutefois sous-évalués, le nombre de tests réalisés étant faible. Le pays le plus peuplé d'Afrique, avec 210 millions d'habitants, semble pour l'heure épargné par la troisième vague de cas de coronavirus observés dans plusieurs pays du continent, comme le Zimbabwe et l'Afrique du Sud. Le taux de croissance du PIB en zone CEMAC est annoncé à 1,3% après la récession en 2020. Cette estimation est en baisse de 0,5% par rapport au 1,9% envisagé par la Banque des États de l'Afrique centrale en avril dernier. Celle-ci était en baisse de près de 1% par rapport au 2,8% projeté en décembre 2020. D'après la BERC, ces prévisions sont consécutives aux incertitudes liées à la persistance de la crise sanitaire du nouveau coronavirus et au retard enregistré dans le déploiement des campagnes de vaccination. Elle souligne également le fait que les habitants de la CEMAC se montrent réservés face à la vaccination contre le Covid-19 alors que les pays disposent des quantités importantes de doses de vaccins. Malgré l'insensibilité de la population face au coronavirus, l'institution a maintenu le taux d'intérêt des appels d'offres qui reste à 3,25%, celui de la facilité de prêt marginal à 5%, du dépôt à 0% et des coefficients de réserves obligatoires à 7%. Au niveau international, elle a révélé que les projections économiques demeurent favorables avec des taux de croissance du PIB réel estimés à 6% en 2020 et 4,4% en 2022 après moins 3,3% en 2020. Pour les analystes de la BEAC, cette reprise masque les trajectoires économiques divergentes avec, d'une part, le redressement vigoureux de quelques grandes économies et d'autre part, la reprise modérée dans de nombreux pays émergents et de développement. Le ministre kényan de l'Agriculture a annoncé que les autorités comptaient faire de la bourse du café de Nairobi un marché central pour la commercialisation des fèves en Afrique de l'Est. Selon le responsable, le gouvernement travaille actuellement pour introduire dans le projet de loi sur le café devant le Parlement une proposition autorisant l'organisme à mettre aux enchères les grains provenant des pays de la sous-région. Cette démarche devrait permettre d'augmenter la capacité de transaction de la place boursière grâce à des volumes plus importants provenant notamment de l'Ouganda, de la Tanzanie, du Rwanda et du Burundi. Pour cette nouvelle configuration, la NCE devrait suivre le modèle du centre de vente de thé Mombasa qui commercialise l'essentiel de la production de feuilles d'Afrique de l'Est. Les enchères qui s'y tiennent 2 fois par semaine attirent les conditionneurs, les négociants étrangers et les vendeurs de toute la région, notamment la République démocratique du Congo, le Mozambique et Madagascar. Le pays est actuellement le 4e producteur de café d'Afrique de l'Est, derrière l'Éthiopie, l'Ouganda et la Tanzanie avec en moyenne une récolte annuelle de 700 000 sacs de 60 kg. Pour rappel, la LCE a été mise en place en 1934.
Le Fonds monétaire international met la pression sur les créanciers extérieurs de l'Éthiopie afin qu'ils trouvent une solution rapide à la dette du pays. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de l'institution dans un communiqué. Le responsable appelle les créanciers du G20 et du Club de Paris à donner suite aux sollicitations d'Addis Abeba concernant l'opération de reprofilage de sa dette. Cette demande s'inscrivant dans le cadre commun du G20 mis en place pour soulager les pays pauvres en difficulté face à la pandémie du Covid-19 avait été formulée en février dernier, mais ne semble toujours pas avoir été approuvée par les créanciers du pays du Négus. L'objectif des autorités est de créer un espace budgétaire pour les dépenses de développement et d'abaisser le risque de notation de surendettement à modéré. C'est en novembre 2020 que le G20 avait annoncé la mise en place de ce cadre commun sur une restructuration de la dette des pays pauvres qui se fera au cas par cas et va impliquer les créanciers privés. Ainsi, l'annonce des autorités éthiopiennes de rejoindre le programme mis en place quelques mois après l'adoption d'une initiative de suspension du service de la dette en faveur des pays pauvres avait entraîné une dégradation de sa note souveraine par l'agence de notation S&P Global Ratings de B à B-. La ferme fait partie de la soixantaine de fermes qui ont poussé à Hong Kong en manque d'espace depuis 2015 grâce à des initiatives comme Rooftop Republic, une entreprise sociale locale qui promeut l'agriculture urbaine. Le cofondateur Andrew Tsui considère les fermes sur les toits comme un moyen pour les gens de se reconnecter avec la façon dont la nourriture durable peut être produite, alors qu'aujourd'hui, il y a tant de gaspillage. Il estime que les Hongkongais doivent rétablir une relation avec ce qu'ils mangent et qui a été rompue parce que l'alimentation est de plus en plus industrialisée. Selon les statistiques du gouvernement, Hong Kong jette chaque jour quelques 3500 tonnes de déchets alimentaires, soit l'équivalent du poids de 250 bus à 2 étages. Moins d'un quart est recyclé et environ 90% des aliments consommés par les 7,5 millions d'habitants de la ville sont importés, principalement de Chine continentale. Selon Tsui, quelques 7 millions de mètres carrés de surface sont actuellement cultivés. Mais plus de 6 millions de mètres carrés sur les toits de la ville restent inutilisés. Le défi pour nous est de concevoir l'agriculture urbaine comme un mode de vie à intégrer dans la vie quotidienne. Les agriculteurs urbains affirment que les projets contribuent également à renforcer l'esprit communautaire parmi ceux qui cultivent leurs produits. Dans un communiqué, le président de l'autorité du canal de Suez a indiqué que malgré les différents défis, les recettes du canal de Suez ont connu une hausse considérable durant l'année fiscale 2020-2021, passant à 5,84 milliards de dollars contre 5,72 milliards de dollars en 2019-2020, ce qui représente une augmentation de 2,2%. Oussama Rabi explique ce succès par la politique commerciale et les mesures d'incitation comme une réduction des droits de passage mise en place par la SCA pour contrebalancer le ralentissement de l'activité due à la pandémie de coronavirus. Durant les 6 premiers mois de 2021, la circulation maritime a été plus dense sur cette voie qui a vu passer 9 763 navires, soit 2,3% de plus que la même période en 2020. L'annonce de ce record intervient moins d'une semaine après que le porte-conteneur géant Ever Given, qui avait bloqué cette route en mars, occasionnant une importante perturbation du commerce maritime mondial, a repris sa route après 100 jours d'immobilisation. Le navire géant avait encastré sa proue dans la rive est du passage le 23 mars, bloquant complètement la circulation pendant 6 jours. L'Ever Given avait ensuite été immobilisé dans le Grand Lac Amer au centre du canal par les autorités égyptiennes qui ont réclamé une indemnisation aux propriétaires du navire. Initialement, le Caire avait demandé 916 millions de dollars avant de baisser le montant à 600 puis 550 millions de dollars. D'après la SCA, l'Égypte a perdu entre 12 à 15 millions de dollars par jour de fermeture.
La Commission européenne a fortement revu en hausse sa prévision de croissance du PIB pour la zone euro en 2021 à 4,8%, soit plus 0,5 points par rapport à sa dernière estimation et table désormais sur plus 4,5% en 2022 selon un communiqué. Bruxelles estime que l'économie européenne devrait rebondir plus vite que prévu grâce à l'amélioration de la situation sanitaire et une levée rapide des restrictions mises en place pour contrôler la pandémie. L'exécutif européen prévoit cette année et l'an prochain pour l'ensemble des pays de l'UE exactement les mêmes taux de croissance que dans les 19 pays partageant la monnaie unique. Après un plongeon record l'an dernier, l'Europe va connaître un redressement moins record. Si ces chiffres se confirment, le produit intérieur brut retrouvera son niveau d'avant-crise au dernier trimestre 2021, tant dans l'UE que dans la zone euro, soit un trimestre plus tôt qu'anticipé jusqu'ici. L'activité au premier trimestre a d'abord reculé, moins que prévu en début d'année. Par ailleurs, la stratégie de contrôle de l'épidémie et les progrès de la vaccination ont fait chuter les contaminations et les hospitalisations, ce qui a permis aux pays de l'UE de rouvrir leurs économies au deuxième trimestre, ce qui a bénéficié au secteur des services. La Commission a également revu en hausse ses prévisions d'inflation sans toutefois s'inquiéter. Elle table désormais sur un taux de 1,9% en 2021 et 1,4% en 2022 dans la zone euro.